Sébastien est un crabe éduqué, et c'est un crabe des Caraïbes. Il va falloir lui mettre une petite touche, un petit accent, quelque chose de caribéen. Mais ce mec, il a 44 ans, mais où est-ce qu'il a eu le temps de faire tout ça? J'ai halluciné. Il faut pas se vendre au plus offrant, mais il faut aller partout. Mais quand on n'a pas de réseau, il faut savoir s'en créer. Hein. À l'époque de Mozart, si tu veux, les Noirs, ils n'étaient pas... Un peu difficile. Et à un moment, elle se dit, allez, on mettra de la poudre. Là, elle m'a dit, non, c'est toi. Elle me dit, c'est toi que je veux, c'est toi, c'est cette énergie que je veux. Allez, tu seras mon Salieri, et mon Salieri sera noir. Voilà. Premier tableau, premier spectacle, dans les années 80, je me retrouve en stream sur scène. De 2000 à 2016, je sais pas si on se rend compte là, pendant 16 ans, 16 années, tu lâches rien, t'as un truc en tête. Je ne cherche pas la lumière ou les gros spectacles ou l'argent. Franchement, tu peux nous faire un petit peu encore de Sébastien, j'adore. Et moi, là-haut, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur Terre. Alors, mes futurs projets, c'est de transmettre un maximum. Transmettre à des adultes, à des enfants. Transmettre ce que j'aime. Transmettre les métiers du doublage, les métiers de la scène. Aider les gens aussi, peut-être un peu à se réaliser. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle interview. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Vaubien. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce prénom et de ce nom, mais vous l'avez forcément entendu dans un Disney. Si vous êtes fan de Disney, vous avez déjà regardé un Disney, vous avez forcément entendu la voix de Jean-Michel. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien ? Eh, ma foi, ça va, je te remercie. Super, merci d'être ici avec moi pour cette interview. J'avais vraiment hâte de découvrir encore plus. Tu as un parcours très riche, très authentique et j'avais hâte de faire ça avec toi. Alors, je vais juste revenir quelques instants sur ce que tu as fait parce que je suis allée sur internet et j'ai tapé Jean-Michel Vaubien et là est apparu un défilé. Je me suis dit, mais ce mec, il a 44 ans, mais où est-ce qu'il a eu le temps de faire tout ça? J'ai halluciné. Alors il faut savoir que Jean-Michel, il est comédien, il est chanteur, il est danseur, comédien de doublage. On a pu le voir notamment dans Fame, Scooby-Doo, Disco, Notre-Dame de Paris. Et puis, pour tout ce qui est doublage, très gros rôle dans Vaiana, Les Trolls 3, La Petite Sirène, et puis dernièrement, le dernier qui vient de sortir, Has Been Hotel. Qui est un dessin animé pas du tout pour les enfants, absolument pas. Je pense même que c'est même pas pour les moins de 16 ans. Et voilà, c'est un dessin animé, ça se passe au ciel et en enfer, et c'est génial. C'est même en train de faire un carton aux États-Unis. Ça fait très longtemps que c'est sorti. Enfin, il y a un pilote qui est sorti il y a très longtemps. Ça a fait un carton. Ouais. Et là, Amazon Prime a récupéré le truc en disant il faut absolument que tu nous fasses une suite. La réalisatrice a fait toute une suite. Mais nous, en France, on connaissait pas trop. Et il y a 5 ans, quand c'est sorti, quand ce pilote est sorti, il y a des Français qui ont fait ce qu'on appelle un fan dub. C'est-à-dire des fans de doublage. Ils ont pris l'épisode et ils l'ont doublé avec leur propre voix. Ils ont mis des doublages, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Et ça a fait 5 millions de vues. Ce qui fait qu'Amazon a dit « Waouh !» Et du coup, là, c'est arrivé en France et on l'a repris. On a repris énormément. On a intégré énormément de gens de ce fandom. Donc, c'est des gens qui n'étaient absolument pas professionnels à la base. D'accord. Mais ils adoraient ça. Et ils ont intégré l'équipe et on a mis des gens du doublage qui savaient parler et chanter. Et pour le coup, ça fait une super équipe, très éclectique et un dessin animé de haut vol, vraiment. Et alors, quel personnage tu joues, toi? Alors moi, je joue le rôle du barman du Has Been Hotel qui s'appelle Us. Pourquoi tu crois que je suis là, moi? Tu penses sérieusement que je resterais là à sticker des bouteilles et à vous écouter geindre comme des grognasses si j'étais pas forcé par cette baltringue? J'adore être forcé. Garde ça pour toi, tu veux, Nif? Appelle-moi encore une fois Moustache et je te fourre cette bouteille dans le gosier. Ok, super. Alors, c'est drôle parce qu'en général, les gens ont une voix assez claire.
et les gens ne connaissent pas forcément ma voix sous cette optique-là. Donc, c'était hyper intéressant de reprendre, d'aller chercher ma voix grave, ma voix rauque, ma voix grave. Ça a été très intéressant. Ouais, on va reparler de tout ça un peu par rapport justement à ce métier de doublage où vraiment il faut se démultiplier dans sa voix et avoir une large palette qui permet de faire multiples voix. Moi, je trouve ça fascinant. En tout cas, ça me fascine. Pour la petite histoire, je vais quand même le dire, j'ai fait du doublage aussi. Je pense que c'est la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire dans tous mes métiers artistiques. C'est un métier qui réunit tellement de choses en même temps. Il faut savoir jouer, il faut savoir bien s'exprimer, il faut savoir se transposer en fait l'émotion que le comédien veut y mettre. Enfin, je veux dire, c'est un package qui est assez hallucinant. Ça demande énormément d'énergie. Moi, je me souviens, je devais jouer une femme qui pleurait et qui était dans un désarroi et j'étais là, mais j'en rajoutais des caisses et c'était pas plausible du tout. Et je me souviens que le directeur artistique m'a dit, bon, on arrête tout. Et puis il a commencé à me faire parler, tu vois, sur mon histoire, et puis il poussait dans mes retranchements, jusqu'à ce que je craque. J'ai craqué, j'ai commencé à pleurer, et là, c'est bon, elle est prête, on y va. C'était fou, tu vois, c'était vraiment pour être dans l'authenticité de l'émotion. Mais souvent, les gens disent, ouais, faut lire. Non. Parce que techniquement, déjà, c'est compliqué. Il faut être dans les mouvements, dans les ouvertures de bouche, il faut être dans une émotion, mais pas autant que ce qu'a donné le comédien à l'image. Parce que sinon, on est au-dessus de l'image, on sort de l'image. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut être vraiment... Et puis, c'est technique. Si l'aspect technique de l'image, de cette bande rythmo qui défile, de ce qu'on t'a dit, une fois que tu l'as fait, tu dis « Oh, c'est bon, c'est cool, je l'ai fait. » Mais c'est là que le travail commence. Parce que le directeur artistique va te dire « Alors maintenant, tu l'as fait. Maintenant, le travail commence. Maintenant, on va bosser. On va préciser. » C'est ça, les détails. Là, à ce moment-là, t'as vu, regarde, il met un mouvement d'épaule, faut que tu me le mettes, faut que j'entende. Parce que quand c'est comme ça, il parle, c'est différent de si tu fais un mouvement avec ton buste, donc tu fais. Mais c'est fascinant, techniquement, c'est drôle parce que je le vois, on travaille aussi pour certaines entreprises qui veulent s'amuser, qui veulent essayer. C'est drôle de voir les gens qui pensent que c'est facile pendant les explications. Et là, tu te rends compte que, parce que c'est de la lecture à vue, et ça défile. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, il y a une espèce de comment on dit, une barre, enfin comment ça s'appelle? Oui, exactement, on appelle ça. Alors on va à la barre, simplement une barre, c'est comme si on allait plaider. Oui, c'est ça. Mais cette barre qu'on a devant nous, c'est pour ne pas avancer et passer sous le micro. Et donc, sur l'écran, on a l'image du film, et sous l'image du film, on a le texte qui va défiler. Et quand le texte va défiler, là c'est le moment où tu dois parler, ça va défiler, et quand tu arrives là, il faut que tu dises ce qui est en train de défiler. Si tu es trop rapide, c'est pas bon. Si tu es trop lent, c'est pas bon. Voilà. Si vous avez l'occasion de voir des vidéos sur des doubleurs, je sais que tu m'as dit que ça se faisait pas trop d'aller regarder un peu ce qui se fait à l'intérieur. Parfois, on peut... Alors, il y en a. Il y en a, parce que la confidentialité, aujourd'hui, la confidentialité est vraiment à son niveau quasi maximum. Quand on arrive en studio, il y a même des studios où on doit laisser nos téléphones dans des box, dans des boîtes, fermées avec un code. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on évite, mais il y a quand même des centaines et des milliers de vidéos, même des gens qui faisaient le Puppet Show à l'époque. On peut trouver des vidéos de ces gens-là, qui sont les meilleurs de la Terre. Micheline Dax, Roger Carrel, ces gens-là étaient formidables. En doublage, Micheline Dax, virtuose, vraiment. Roger Carrel, c'est Willy l'ourson. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Et ce sont tous des rigolos. Venez voir tous ces charlots, les intellectuels cocos, les députés des magots, ils sont tous dans le bébé show. On retourne en enfance. Oh, j'adore. Non, c'est fascinant. Alors, on va juste revenir, Jean-Michel, à tes débuts.
Première question, comment as-tu commencé en fait tout ce métier artistique dans lequel tu es? Parce que tu fais différentes choses artistiques, mais comment tout ça a commencé? Alors, moi, j'ai voulu quand même longtemps faire ce métier. J'ai voulu, puis c'est vrai que dans la tête des gens autour de moi, c'était moins popularisé qu'aujourd'hui. On avait un peu moins d'émissions, de radio-crochet, de télé-crochet. Pour trouver des castings, c'était assez compliqué. Moi, j'ai fait du commerce et de la communication, et j'ai intégré une petite troupe, parce que j'aimais bien chanter, danser, c'est une association. Donc, on payait pour travailler, on payait pour s'amuser. Et à la fin de ce premier spectacle, totalement amateur, à la fin de ce premier spectacle, je suis allé voir la personne qui nous faisait le chant, la personne qui nous faisait le théâtre, Oui. celle qui nous faisait la danse. J'ai dit, vous m'avez donné le goût du sucre là quand même. Donc, j'ai quand même très envie de voir si je peux réussir dans ça. Et ils m'ont dit, franchement, tu ne tentes rien à rien. Donc, je suis allé prendre des cours de danse à Bastille, dans les studios connus de Paris, pour aussi pouvoir rencontrer du monde. C'est un réseau. J'ai continué de prendre des cours de chant avec la personne qui nous donnait des cours de chant dans ce spectacle. Et petit à petit, ce faisant, j'ai commencé à rencontrer. J'ai dit, tiens, toi tu chantes dans ce bar, qu'est-ce que je peux venir, vas-y, viens chanter, t'as des chansons, t'as un répertoire. Non, voilà, apprends une dizaine de chansons, et puis où que tu sois, balade-toi toujours avec tes playbacks, ton CD, ta clé USB. Il n'y avait pas de clé USB à l'époque, mais j'avais une pochette avec plein de CD, j'avais une vingtaine de morceaux qui étaient des instrumentales, des versions karaoké. Et je me baladais avec mon truc, j'étais prêt, quoi. J'ai fait les cabarets parisiens, les cabarets souterrains, j'ai fait et petit à petit, on grandit, on rencontre, jusqu'au jour où, c'est quand j'ai vu Notre-Dame en 1998, où je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, en fait. J'avais chanté, j'avais dansé, et quand j'ai vu ce spectacle, je me suis dit, j'ai vu Notre-Dame de Paris, je me suis dit, ok. Déjà, j'étais tombé en amour pour la BO, et quand je l'ai vu sur scène, j'ai dit, ok, je comprends mieux pourquoi ça me parlait, en fait. C'était pas juste une envie, c'était un besoin. Est-ce que tu as la sensation que tu saisissais n'importe quelle opportunité? Complètement. Je disais oui à tout, j'allais rencontrer tout le monde, j'allais me montrer tout le monde, à tout le monde. Pendant ce temps-là, je mettais dans le jogging et j'allais danser le hip-hop à Châtelet, devant la piscine, à Place Carrée, place unité du hip-hop. Si tu veux apprendre des choses, c'est là. Si tu veux rencontrer, c'est là. Voilà. Et vraiment, et c'était... Mais je pense qu'au début, il faut ratisser l'argent. C'est ce que je dis aux gens. Alors, il faut pas se vendre au plus offrant, mais il faut aller partout. Parfois, un petit plan gratuit ou en échange d'eux, ça peut te permettre de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas travailler pendant 20 ans des réseaux. Évidemment, il ne faut pas se brader. Mais quand on n'a pas de réseau, il faut savoir s'en créer. Et quand on n'a pas de réseau, on ne va pas forcément te payer pour venir chanter. Si tu n'as pas de réseau, tu n'es absolument pas connu. C'est ce que tu fais, c'est encore un petit peu perfectible. Donc, à ce moment-là, il faut ratisser là. Et pendant ce temps-là, quand tu saisissais toutes ces opportunités, tu continuais de te former aussi? Tu continuais à prendre des cours de chant, de danse? Est-ce que c'est quelque chose qui était en parallèle aussi? Ouais. Mais j'allais prendre tous les cours des 7 parés pour pouvoir déployer un maximum de ce que je pouvais. M'ouvrir moi, m'ouvrir mon réseau, rencontrer les gens, se dire « Oh, il y a bien cette chanson, donc je la connaissais pas du tout. Oh, tiens, je vais la prendre. Hop, une chanson de plus dans mon répertoire. » Et c'est quoi les étapes, en fait, vraiment, qui ont dessiné, tu vois, toute ta trajectoire? Le début, déjà, c'est ce fameux spectacle avec la Compagnie des Champs de Mars, un spectacle totalement amateur en association. Tous les dimanches matins, je travaillais toute la semaine, j'étais en alternance, donc je travaillais en magasin, et je travaillais aux Galeries Lafayette, et j'étais en plus à l'école. Et voilà, et le dimanche, je me levais le matin pour aller danser, chanter dans une salle à Paris. Ce spectacle-là, il m'a fait me dire, ok, il y a un vrai truc qui m'attire là-dessus. Il y a des gens qui étaient encore plus amateurs que moi, donc je regardais, je me disais, ok, où je me situe, c'est aussi une histoire de où tu te situes par rapport aux autres. Et je me disais, ok, donc ça peut être un truc intéressant, il y a déjà ça. Après, il y a aussi un opéra rock sur la vie de Mozart, que j'ai fait avec Myriam Delourme. Je passe les auditions,
Elle me veut à tout prix, mais à l'époque de Mozart, si tu veux, les Noirs, ils n'étaient pas... Un peu difficile, oui. Moi, dans la vie de Mozart, je vois pas à quel moment je vais caser ce Renoir. Il serait super en Salieri. Donc elle se dit, mais on est encore en lien, d'ailleurs, on est encore en contact. Et elle me dit, mais je te voulais absolument, mais Salieri est blanc. On est en Autriche. Et à un moment, elle se dit, allez, on mettra de la poudre. Là, elle m'a dit, non, c'est toi. Elle me dit, c'est toi que je veux, c'est toi, c'est cette énergie que je veux. Allez, tu seras mon Salieri et mon Salieri sera noir. Voilà. Je rencontre des gens, je fais les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux en spectacle qui, des années plus tard, ont donné un programme court à la télévision qui s'appelait Sopérette. Donc voilà, parce que c'était un soap et ça se passait dans une supérette. Sopérette. J'ai pas choisi de naître ici, dans la violence et l'ignorance de ma tessie. Je t'en sortirai. Ouais, c'est ça. Je te le promets. Ouais, vas-y, crache. J'ai tout ce qu'il me faut si tu retournais jouer au Lego. Et donc ça s'est passé à la télé. Grâce à ça, j'ai trouvé mon agent. Mais ça vient de des années avant. On travaille, on n'est pas hyper bien payé parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent, ils se démerdent. Bon. Et puis voilà, et puis au final, on se 3 fois, et puis le spectacle ne se monte pas, mais on y croit. Donc des années plus tard, ça donne un programme télé. Encore des rencontres. Sur Mozart, il y avait 2 choristes gospel. Mais sur cet opéra rock, le choriste gospel, il me dit, hey, vas-y, je t'aime bien. Moi, je suis dans une chorale. Il faut des auditions, ça s'appelle Gospel pour 100 voix. Mais le chorale, on voulait 100 choristes. Ça a été gros à un moment donné, cette chorale. Très 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 gros, c'est une chorale qui a duré 20 ans, Ouais. avec des personnes successives. Et voilà, et donc je passe l'audition, j'intègre Gospel pour 100 voix, je pars en tournée. D'où je connais les tournées, moi. Je pars en tournée. Je vais au Portugal, En fait, j'ai vraiment l'impression que tu t'extasies de tout, en fait. Tout est comme un petit garçon, tu sais, qui découvre toutes ces choses devant soi et t'avances avec ses rêves, en fait, ses rêves d'enfant au fur et à mesure où on te donne ces opportunités et tu te laisses porter, en fait, par le flot. C'est un peu ça. Je reste ouvert aux opportunités, je ne juge rien. Alors aujourd'hui, c'est encore un petit peu différent, mais à l'époque, je ne juge rien. Ouais. Rien n'est ridicule. Rien n'est intéressant. Rien. J'adore. Tu veux tout. Je reste ouvert à tout. Et donc, Gospel pour 100 voix. Et là, j'apprends qu'il y a, depuis quelques années à Paris, un endroit qui s'appelle le Club Med World, qui est le village du Club Med à Paris. Où tous les villages viennent faire leur retour de village, où tu rentres dans le truc, il y a des gens qui font trapèze. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un bar, il y a une agence de voyage, moi je ne comprends pas où j'habite, bon je rentre dans cet endroit. Mais je rentre dans cet endroit, je passe une audition, je ne suis pas forcément le meilleur, mais je pense que je suis assez éclectique et généraliste pour pouvoir coller à la programmation de cet endroit. Évidemment, il y avait des meilleurs chanteurs que moi et il y avait des meilleurs danseurs que moi. Maintenant, moi je danse, je chante, je faisais déjà des acrobaties. Oui. Donc si tu veux, potentiellement, pour un chorégraphe, il y a moyen de se dire, Davis Cole à l'époque, il y a moyen de se dire, ok, alors c'est pas parfait, le gars n'est pas parfait, mais je vais pouvoir lui donner ça, lui donner ça, lui donner ça. Ouais. Tu vois pas, premier tableau, premier spectacle, les années 80, je me retrouve en stream sur scène. Parce que je ne l'avais jamais fait. Je n'ai jamais mis un stream de ma vie. Et ça t'a pas posé problème? Je veux dire, t'as dit oui tout de suite? Non. Alors oui, pas eu le choix. Il arrive peut-être pas répéter. Et soir de la première, il dit, ah oui, ça c'est ton costume. Un stream vinyle, rouge et noir. J'adore. Oui. Alors après, j'étais un peu plus ouvert. Après, j'avais le body string en résille devant. Mais encore une fois, mais tu disais, un enfant, c'est le costume. On va dire, rien à faire. Un enfant, oui. Rien à faire en fait. Parce que si tu te bloques et que tu commences à être un petit peu touchy, à dire non, ça je fais pas, ça je fais.
je me respectais, Ouais. parce qu'il ne me manquait pas de respect, je me respectais, je ne me vendais pas au plus offrant, Ouais. mais j'acceptais pas mal de choses. Oui, puis sur scène, j'ai envie de te dire, on peut tout se permettre en fait. Ou du moins, on peut se permettre beaucoup de choses, voilà, beaucoup plus que dans la vie de tous les jours. Et donc après le club, tu as fait ça combien de temps? J'ai fait le club à peu près 5 ans et demi. Après, ça a changé un petit peu de direction, de chorégraphe, donc voilà. Ensuite, j'ai quitté le club parce que je pense que pour moi, c'était aussi le moment et j'ai atterri au Casino d'Anguin. D'accord. Voilà, il s'est passé énormément de choses au club. Il s'est passé des blessures, il s'est passé des trucs, mais ça a été un apprentissage de folie. Tu es 5 jours sur scène, 5 jours par semaine sur scène. C'était quoi ton but alors, puisque tu nous en parles de but? Quel était le but ultime pour toi? Il n'y a pas de but ultime parce que, comme on disait, je suis vraiment curieux de tout, mais mon but, c'était d'apprendre encore et toujours, c'était de pouvoir aussi à terme, si on doit viser quelque chose, c'était à terme d'être dans un spectacle, une comédie musicale, parce que c'était déjà un truc, d'être dans une comédie musicale, déjà, d'être dans une comédie musicale, et ensuite d'être dans une comédie musicale à Paris. D'accord. Ça, Ce qui est arrivé en 2008 avec Fame. Mais alors, comment t'es arrivé finalement à ton but? Alors, j'allais dire Notre-Dame de Paris. Moi, j'allais... Parce que Fame, tu nous as dit que tu as intégré Fame en 2008. Voilà. Donc, et Notre-Dame de Paris, quand est-ce que tu l'as intégré? Mes premières auditions pour Notre-Dame de Paris, je les ai passées en 2000. Les auditions de danse, ça passait encore. Les auditions acrobates, j'ai craché mes poumons. J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Parce que je faisais des acrobaties, mais quand tu vois les acrobates du spectacle, avant ces gars-là, bon déjà ils ont des bras et des cuisses, et avant ces gars-là, ils étaient gymnastes, Ah ouais. en fait. Toi, t'as pas de formation de gymnaste, rien du tout. Comment t'as appris ces acrobaties? Avec des cours d'acrobatie. En regardant sur Internet. Combien d'auditions tu passes pour cette comédie musicale? Alors, pour au final l'avoir, tu veux dire? Ouais. Je pense qu'on doit passer 4 tours à peu près, je pense. Et à quelle époque tu réussis à avoir le rôle? C'est en 2016, le rôle de Clopin. Le rôle de Le Clopin. rôle de Clopin, qui est le chef de la Cour des Miracles, le patron, le chef des sans-papiers et confident d'Esmeralda. De 2000 à 2016, je sais pas si on se rend compte là, pendant 16 ans, 16 années, tu lâches rien, t'as un truc en tête, tu fais plein de trucs à côté. Je ferai ce spectacle. C'est pas négociable. Je ferai ce spectacle tôt ou tard. Vous ne trouverez chez nous ni le ciel ni l'enfer, ni le ciel ni l'enfer. Quand tu as ces rôles-là, que ce soit dans Fame ou Notre-Dame, quand tu as su que tu as eu ce rôle, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je suis, je suis plein de contraires. Hein. Je me suis absolument pas enflammé parce que je n'étais plus dans ma carrière à m'enflammer. Donc j'ai fait respecter ma carrière, mon expérience. Je leur ai dit voilà, mes conditions c'est ci, c'est ça. On a négocié. Et mais parce qu'il y a vouloir faire quelque chose et se vendre au plus offrant. Et moi, c'est pas mon truc. Il m'est même arrivé de refuser des gros spectacles alors que je n'avais rien. Je ne pouvais pas faire ça. Ouais. Je me voyais pas faire. J'avais pas envie de faire ça. Donc, je laissais la porte à autre chose. Tu vois? Je laissais la porte ouverte à autre chose. On m'a proposé des choses qui étaient bien, pas forcément ce que je voulais faire, où j'étais payé exactement la même chose que si je ne faisais absolument rien, et où je ne voyais pas ma famille et mes enfants. Donc là, tu pèses le pour et le contre, et tu dis, là, ça vaut pas. Je vais attendre un peu. Et les choses tombent. Les choses tombent. J'ai refusé Mamma Mia, je fais Scooby-Doo, j'ai refusé d'autres spectacles, d'où il y a Disco qui tombe. Voilà, je ne cherche pas la lumière ou les gros spectacles ou l'argent. C'est ça, tes valeurs, c'est vraiment te respecter avant tout, en tant qu'être humain, en tant que père de famille, en tant qu'artiste.
finalement. C'est ce que je perçois là de ce que tu nous dis. C'est vraiment ces valeurs qui sont importantes pour toi. Et du coup, tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 36. 36, voilà. Donc il y a déjà une maturité, on sent dans tes choix en fait, clairement. Quelles sont pour toi d'ailleurs ces valeurs? Là, c'est moi qui te les ai données, mais est-ce que tu as des valeurs plus précises peut-être dans ta vie d'artiste, dans ta vie d'homme? J'en ai énormément. D'ailleurs, j'ai fait une liste. Alors, Jean-Michel a quand même énormément d'humour. C'était un vrai comédien. Hein. T'aurais pu faire un one-man show. Est-ce qu'on t'a proposé ça? Non. Alors, c'est pas forcément des choses qu'on va te proposer. C'est-à-dire que tu l'écris et tu vas taper au porte pour dire bonjour. Alors, t'aurais aimé? non, parce qu'on est tout seul. Ça m'amuse pas. Ah, j'adore. C'est pas. Moi, je suis un mec de colonie de vacances. Moi, je suis un mec de troupe. T'es un Mais mec pourquoi de tu fais pas The Voice? Mais parce que déjà, je me considère pas comme étant The Voice, premièrement. Et de deux, si c'est pour être tout seul en studio, qu'on me donne des chansons, que je les chante, et qu'après j'ai un disque, c'est pas ce qui m'intéresse en fait. C'est pas ce qui m'intéresse. Les télécrochets, radio-crochets ne m'ont jamais tellement intéressé. Alors j'y ai participé parce qu'on est dans un groupe et que quand on vote et qu'il y a ta main qui est pas levée, bah je vais voter oui du coup. Comme on est 8 et qu'il n'y a que moi qui n'ai pas voté, je votais oui. Ça, on va dire que c'est un 100%. C'est pas parce que je n'ai pas envie de jouer ma carrière n'est pas un jeu, en fait. Et mes valeurs, c'est le respect de moi-même, le respect des autres, la bienveillance envers les autres dans mon métier. Et c'est hyper important pour moi que personne ne soit mis à l'écart dans une équipe. Pour moi, c'est hyper important. Hyper important pour moi. Je ne le supporterai pas. Ça m'est arrivé à moi, honnêtement. Ça m'est arrivé sur un spectacle que j'ai intégré au fur et à mesure du temps. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé que j'intègre ce spectacle à la place d'autres personnes. Et puis non, et puis ça m'est arrivé aussi dans des spectacles qu'on mette des gens un peu de côté parce qu'ils sont un peu étranges, parce qu'ils sont pas trop rigolos, pour les mêmes choses que nous, que les autres. En tout cas, et non, on sera deux sur la touche alors les gars, parce que moi je serai avec lui donc ou avec elle, donc il y a pas de, voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis assez émue en fait parce que on sent cette envie de donner. Mais est-ce que tu donnes... J'ai pas la sensation que tu donnes pour recevoir, en fait. Ah non. Ah mais non, sinon ça n'a pas de sens. Sinon ça n'a aucun sens. Donner pour recevoir... Donner, c'est donner. Sinon c'est prêter. Tu vois? C'est marrant parce que là, il y a quelques jours, j'ai fait une formation. Il y a des gens qui veulent se perfectionner en doublage. Donc c'est très drôle parce que je parlais du fait qu'on ne peut pas tout faire et ne doit pas essayer à tout prix de tout faire. Et je disais, un jour, il y a un directeur artistique qui m'appelle et qui me dit « Jean-Mi, est-ce que t'as ces notes ?» Alors à la base, il me dit « J'ai le nom des notes. » Je dis « Excuse-moi, je parle pas ta langue. » Moi, je suis autodidacte. Hein. Donc je ne lis pas la musique, absolument pas. Je fais tout à l'oreille. Génial. En fait. Voilà. Quand on était en spectacle, on nous donnait des partitions. Moi, les partitions, je faisais « Merci. » Est-ce qu'on peut y aller? T'auras compris que c'est l'endroit où il y a les écharpes. Hein? Et en fait, moi, je ne sais pas lire la musique. Ouais. J'ai essayé maintes fois, mais maintenant, je suis trop vieux, j'ai la flemme d'apprendre le solfège et tout. Et en même temps, je travaille tellement en amont que quand j'arrive, c'est carré. On met fausses partitions en plus. Et donc, ce directeur artistique m'appelle et il me dit « Jean-Mi, est-ce que tu as ces notes ?» Je dis « Bah, fais-moi écouter. » Et il me fait écouter des notes qui sont hyper aiguës. Bon, tout le monde ne peut pas forcément avoir et tout dans sa voix. Et j'écoute les notes, et j'écoute surtout la voix. Et je dis « Ouais, je les ai. Mais c'est pas mon timbre, c'est pas moi en fait. » Le mec il me dit « Comment ça, c'est pas toi ?» Je dis « Non, c'est pas moi que j'entends là. Mais par contre, j'ai un pote
c'est typiquement lui. Donc, appelez-vous, s'il a la note, prends-le. Et je raconte ça à l'une des personnes qui venaient là pour se former, et elle me dit, ouais, mais c'est facile quand on peut. Je dis, écoute, à cette époque-là, je pouvais, parce que ça travaillait beaucoup, c'était cool, mais je lui dis, ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Je suis déjà sur une série, le directeur artistique m'appelle et il me dit, Jean-Louis, j'ai envie de te demander de le faire. T'es déjà sur la série, mais c'est pas à côté de ton personnage, c'est pas le même timbre de voix. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu? Je dis non, laisse tomber, je vais te trouver le gars pour te le faire en fait. Et ben c'est arrivé la semaine dernière, j'aurais pu dire ouais, vas-y, je te le fais. Mais j'ai dit non, c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Et là, je reçois 5 minutes après un message de mon pote qui dit ça te fait du bien ça? oh, c'est génial. Ouais. En fait, je suis devenu directeur artistique parce que dans tout, hein, événementiel, doublage, institutionnel, audiovisuel, parce que j'aime voir les bonnes personnes aux bonnes places. En fait, ça pour moi, c'est primordial. Mais alors, comment t'es arrivé à faire du doublage? Vraiment. Alors aujourd'hui, il y a des formations, il y a des trucs, mais le doublage, c'est très drôle parce que on est en 2008, on fait Fame, on est au Théâtre Comédia à Paris, et quand on passe les auditions, celui qui joue notre prof de musique et qui s'appelle Patrice Dosier, Patrice me prend avec lui, il me dit bon, si un jour on t'appelle pour aller passer un essai, il faut au moins que tu vois à quoi ça ressemble. Je suis sur le plateau des Griffines, je suis sur le plateau de Marburg, je suis un peu partout quand il peut et quand c'est ouvert. Et un jour, Perrette nous appelle. C'est une série sur laquelle Patrice est. Donc moi je viens, j'arrive chez Dubbing Brothers, un nom que je n'avais vu que écrit à la fin des séries sur les cartons de doublage. Ouais. Je ne connaissais pas cet endroit, je ne savais même pas où c'était. Donc j'arrive chez Dubbing Brothers. On fait donc justement une série qui s'appelle... c'est une série qui s'appelle... Et d'ailleurs c'est rediffusé là, avec Courtney Cox, une série où elle était journaliste. Ça me revient. Et donc on fait cette série. Et moi, je suis assis là. Pour moi, il va rien se passer. Je regarde. Ouais. Observation, ouais. Je suis ça. Et le mec qui ne se doute de rien. Puis comme je suis une éponge, j'entends tout ce qu'elle dit. Je vois ce qu'ils font. Je comprends quelles erreurs ils peuvent faire, ce qu'elle leur dit, pourquoi et comment. Mais je dis rien, je suis assis. À un moment, elle me dit, bon, toi, vas-y, fais-moi lui, là. Comment ça, madame? Ah ouais, on te jette dans l'arène, là. C'est pour voir comment je lis, pour voir Ouais. comment je parle, pour voir est-ce que je veux une machine de mots, pour voir quelle diction j'ai. Ouais. Moi, je me rends compte aujourd'hui en faisant de la formation, je me rends compte aujourd'hui en faisant même des animations doublage dans l'institutionnel, je me rends compte des gens qui ne savent pas lire à vue. Ouais. Dès que je me lève, et là j'y vais, j'ai les fesses qui font bravo, vraiment j'ai peur quoi. T'as la trouille. Ah bah, je me dis, je m'attendais pas à ça. Et j'arrive, j'ai mon cœur qui bat. Je tiens la barre, j'entends mon cœur qui bat dans la barre. Je lâche la barre. Je me dis, ça va forcément s'entendre au micro, c'est pas possible. Et alors là, la scène, elle démarre. Elle me dit, bon, il est déjà distribué, c'est pas toi, mais c'est pour voir un peu comment tu te débrouilles, quoi. Le bon Dieu, la Germarie était avec moi. Elle a Bouddha Jéhovah et tous avec moi ce jour-là. J'ai prié Allah, j'ai prié la Sainte Vierge, j'ai prié Jésus-Christ, j'ai prié Bouddha. Mais vraiment, je fais ce qu'on appelle un one take. C'est-à-dire que tout était dedans. Les intentions y étaient à peu près. Elle se lève, elle me dit, c'est pas possible, t'en as déjà fait. J'ai pas de barouette qu'elle avait là, pendant que les copains y faisaient. Elle me dit, bon, ça va t'asseoir. Et là, je comprends que j'ai peut-être une chance de pouvoir arriver à faire 2-3 trucs, quoi. C'est quoi le rôle le plus difficile, ou pas le rôle, mais la chose la plus difficile qu'on t'ait demandé de faire en doublage? Quelle action on t'a demandé? Manger. Comment tu fais ça? C'est un petit peu comme si tu mangeais et tu mâches ta langue sur le côté. C'est hyper dur. Je sais plus, les gens vont pas le croire, mais c'est hyper difficile parce que tu manges pas pour de vrai. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on te met même pas rien, on te met rien dans la bouche. Rien du tout. Les séries, les séries médicales,
Bon, à l'époque de l'urgence et tout, ils avaient un masque. Quand ils avaient un masque, ils avaient des... Mais quand tu dois boire, faire comme si tu buvais, tu bois pas. Il boit pas. Mais quand tu fais, Un jour, j'avais une scène. J'avais une scène où c'était dans un Nanopana, d'ailleurs, c'était drôle. On sentait de la nana. Elle dit oui, ça pollue, on va arrêter de servir des gobelets. Ah ouais, mais comment on va boire notre limonade? Eh ben, vous allez la boire dans vos mains. Et je te jure, on est là, ouais, mais on est en train de faire la scène. Là, la DA, elle arrive, elle a une bouteille d'eau. Et là, je sens ce qui va se passer. Et la fille, elle serre dans les mains du gars. Et elle me tape comme ça. Elle me montre la bouteille d'eau. Elle me dit, je mets les mains comme ça. Et en fait, elle me sert de l'eau dans les mains. Et pour qu'on puisse faire en même temps que le gars, elle m'avait mis de l'eau dans les mains. Pendant qu'on a enregistré, c'est la prise qu'on a gardée. Bon, alors moi, comme je l'ai dit juste avant, j'avais fait un peu de doublage. Et c'est vrai ce que tu dis, j'avais eu le rôle principal dans un film. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu, qu'est-ce que c'est stressant, qu'est-ce que c'est compliqué. Et moi, pour ma part, j'avais dû interpréter une scène d'amour, de sexe. Et là, grand moment de solitude, parce que, je sais pas toi, mais moi, donc t'es devant effectivement cette barre, moi derrière, il y avait 30 personnes derrière moi, toute la direction artistique, avec... voilà, plein d'autres personnes. Je sais pas qui c'était, mais il y en avait 30. Et je suis là, j'ai 20 ans. Et on me dit, vas-y. Allez. Et là, grand moment de solitude, puisqu'évidemment, grande scène d'amour, hein, tu vois, avec tout ce que ça comporte. Et je me souviens donc je fais la prise, tant bien que mal. Et j'ai le directeur artistique qui vient me voir et qui me dit, ouais, c'est bien, mais est-ce que ça pourrait être un peu plus fort, s'il te plaît? On se rend pas compte, mais c'est horriblement dur. C'est compliqué. Hein. C'est horriblement dur. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Pour un rôle que nous, on n'a pas, c'est notre immédiateté de comédien qui fait que ça joue, que c'est bien, que c'est, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on arrive, t'arrives de chez toi, j'étais dans l'embouteillage, j'étais dans le RER, le mec, il était grand, il avait son bras, j'étais dans son aisselle, et t'arrives, et boum, il faut donner aux gens qui vont recevoir. Et ce qui fait que le doublage français est si réputé, et si reconnu. C'est pour ça que je dis aux gens, ah ouais, mais moi j'ai une belle voix. Je dis, bah, on s'en fiche en fait. Est-ce que tu es comédien? Est-ce que tu sais jouer? Est-ce que tu sais déclencher des omissions, des émotions? Il faut dire émotions. Des émotions. Des émotions comme ça, à la seconde. Très Si difficile. tu n'as pas cette nourriture de comédien, si tu n'as pas ce travail-là, cette aptitude, ta voix ne te sert à rien. Tu vas faire de la voix. Oui, tout à fait. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche. Quand tu as doublé donc le rôle de Sébastien dans La Petite Sirène, qu'est-ce qui a été le plus... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été le plus compliqué que d'autres, ou est-ce qu'il y a eu un facteur, une voix à faire, ou justement des émotions Vas-y, je sens le truc. Comme tu entends, je n'ai pas d'accent. Je n'ai pas d'accent, mais je suis originaire de la Martinique. Derrière. Avec le rocher du diamant, justement. Magnifique. Voilà. Compliqué parce que je n'ai pas d'accent. Je suis originaire des Antilles, mais je suis né ici. Ouais. En même temps, je parle créole. Sébastien est un club éduqué, et c'est un club des Caraïbes. Oh, j'adore. Il va falloir lui mettre une petite touche, un petit accent, quelque chose de caribéen. Et moi, je ne n'ai pas cet accent, mais je le connais par cœur, je le pratique, puisque quand je parle créole, c'est l'accent que j'ai. Et mes parents ont l'accent. Donc, tous les matins, avant d'arriver en studio, j'appelais mes parents. Ils disent, salut, comment ça va? Non, voilà, je suis en voiture, là, je suis dans les transports, je vous appelle pour m'entraîner de l'accent. Non. Et encore, juste avant d'arriver, j'ai appelé ma maman. C'était pas, pardon, ma maman. Oh, j'adore. Non, mais en fait, cet accent, je le connais, je l'ai. Mais c'est vrai que dans la version qu'on connaît, dans la version d'un dessin animé en plus,
et il pousse les émotions. Ouais. Et il pousse les potards. Donc c'est un petit peu au-dessus dans un dessin animé, il y a une énergie. D'ailleurs, quand on écoute, toutes les chansons du dessin animé sont beaucoup plus rapides que dans la version du live action. Sous l'océan, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, voilà, donc il faut que l'accent soit cohérent, il faut que l'accent reste le même, ça va, j'ai pas trop de problème. Je pense à ma maman, mes tantes, mes oncles, mes cousins, ça, il n'y a pas de problème. T'as vraiment mis ta patte à toi, en fait, finalement, ton origine, qui tu es toi, dans ce personnage, en prenant les ressources extérieures, comme appeler ta maman, ta famille, pour t'imprégner le plus possible de cet accent et le poser une fois devant l'écran. Je trouve ça génial, franchement. Tu peux nous faire un petit peu encore de Sébastien? J'adore. Et moi, là-haut, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. J'adore. C'est un bonheur. En fait, moi, ce qui m'importait, et ce qui était important pour moi par rapport à ce film, c'est que ma fille aînée s'appelle Ariel. Ouais. C'est que c'est le dessin animé préféré de mon épouse. C'est vraiment, s'il y en a un, c'est celui-là, quoi, pour elle. Vraiment, quand elle était petite, c'était une sirène. Elle, dans sa tête, c'était, ouais, moi je suis une sirène et puis c'est tout, quoi. J'adore. Tu vois? Donc pour moi, en gros, s'il y avait un Disney à faire, honnêtement, C'était celui-là. quoi. Bon, ben voilà. J'adore. Alors, justement, on va juste parler du papa que tu es, parce que tu es papa de 3 enfants. 4 enfants, pardon. C'est pareil, j'en ai raté un. Mais oui, il y a le petit dernier. Il y a le petit dernier. Mais oui, le petit dernier. 4 enfants, mais... Alors, est-ce que tu as donné goût de ce doublage, de cet esprit comédien que tu as à tes enfants? En effet, mes enfants sont tombés dans la marmite, puisque mes filles chantent, elles dansent, elles jouent la comédie, elles font aussi du doublage, elles font aussi un peu de doublage. Alors, c'est pas moi qui les ai vendus. Moi, je ne vends pas mes enfants. Mais c'est drôle parce que quand la troisième est née, les 2 grandes avaient 5 et 6 ans. Elles ont 18 mois d'écart, donc elles avaient 5 ans et demi et 6 ans et demi. Et, enfin, un petit peu plus même. Et donc, quand la troisième est née, tu sais, on envoie ce fameux SMS pour dire « Coucou, je suis né. Ouais. Je pèse tant, je mesure tant, j'ai fait le bonheur de mon papa et de ma maman. » Et j'envoie un message quand Cerise naît. Cerise a 11 ans maintenant. J'envoie un message quand Cerise naît, et il y a une des directrices artistiques avec laquelle je travaillais, avec laquelle j'avais travaillé, qui me dit « Ah, c'est top, félicitations, c'est dommage, elle est trop petite. » J'ai dit « Trop petite, pourquoi ?» Oui, en effet, elle est trop petite, ça c'est certain, mais elle est trop petite, pourquoi? Ah bah là, j'ai un film, on me demande des enfants, mais elles ont 5 et 6 ans. Je dis « Bah, j'ai. » J'ai ça en stock, c'est bon. On peut passer la commande. Est-ce qu'il y en a une qui, tu sens qu'il y a plus cette fibre, qui a plus envie de vraiment d'aller faire ce métier? Ouais. Ah bah la deuxième, Anna, clairement, là, s'il avait fallu arrêter l'école pour se lancer, on n'aurait pas eu votre mot à dire. Là, elle est un peu jeune, donc elle a 15 ans et demi. Donc à 15 ans, tu ne quittes pas l'école. Donc elle a commencé un cursus, mais si elle avait eu 16 ans, là... Donc tu sais qu'elle va se diriger vers ça. Complètement. Elle est heureuse que quand elle joue, elle est heureuse que quand elle est en studio, en plateau, en doublage, on appelle ça en plateau, on va en plateau. Elle n'est heureuse que quand elle est en plateau, quand elle chante, quand voilà. Je trouve ça... Ouais, bah oui. Non mais je trouve ça génial de pouvoir leur offrir voilà, cette ouverture, cette opportunité, cette ouverture sur des choses artistiques. Voilà, c'est juste les laisser être ce qu'elles ont envie d'être. Ceux qui ne veulent pas, tu vois, Cerise, elle me dit, mais moi j'aurais mon restaurant, c'est pas mon métier, ça sera pas mon métier. Je vois, c'est bien ma fille. Ouais. J'en connais plein qu'on dit ça, chérie. Dis-moi, quels sont
Quels sont tes futurs projets? Est-ce que tu en as? Alors, mes futurs projets, c'est de transmettre un maximum, transmettre à des adultes, à des enfants, transmettre ce que j'aime, transmettre les métiers des googlages, les métiers de la scène, aider les gens aussi peut-être un peu à se réaliser, à sortir d'eux, parce qu'on est dans une société, on est de plus en plus... C'est génial parce qu'on a une ouverture sur le monde avec les téléphones, et ça fait qu'on est beaucoup plus comme ça sur nos téléphones, donc c'est compliqué. Alors moi, je trouve ça génial. Hein. Moi, quand Internet est arrivé, quand les auditions se sont ouvertes sur Internet, ça m'a permis de tripler, quadrupler, quintupler mon réseau. Ouais. Ça m'a permis d'aller choper des auditions ailleurs. Avant, tu allais dans des studios de danse, tu regardais le tableau, tu notais, tu prenais même pas en photo les trucs, puisqu'on n'avait pas d'appareil photo sur le téléphone. Ouais, c'est vrai. Tu notais, groupe cherche chanteur, groupe cherche chanteur-danseur, groupe amateur. Allez, je prends, c'est pas grave, on va rencontrer les gens, on verra. J'imagine que tu as eu quand même aussi des challenges, des choses à affronter pendant ce parcours. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de lâcher ça, d'abandonner, ou tu as toujours nourri cette envie d'aller plus loin, d'aller chercher ce qui t'anime au plus profond de toi, ou parfois quand même il y a eu des moments où tu t'es dit ça me fatigue, ça me saoule, ou je passe à autre chose, ou Évidemment que si. Alors autre chose, non. Abandonner, non. Modifier, réorienter, Ouais. oui. Abandonner, non, c'est pas mon truc. C'est pas ce que je veux montrer à mes enfants. Ça n'a jamais été suffisamment grave pour que j'ai abandonné. Je ne dis pas que ceux qui abandonnent une carrière sont faibles. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que j'ai toujours réussi à retomber sur mes pieds. Quand j'ai commencé à faire Notre-Dame, en 2013, il m'est arrivé des choses un petit peu étranges, de l'ordre de l'émotionnel. Au début, je pensais que c'était mécanique. Donc j'allais voir des OR avec des phoniatres, les meilleurs profs de Paris, j'allais voir, ils regardaient mes cordes, ils me passaient un spaghetti dans le nez, ils regardaient mes cordes, respirer, Mike Copain, un truc dans le nez. Tu dis que c'était de l'ordre émotionnel, pourquoi? Qu'est-ce qui faisait que ça... Je sais pas, peut-être une façon de me dire, tu as travaillé, tu as énormément pris, énormément fait, tu travailles un petit peu sans me poser de questions. Et je pense que le corps rappelle, l'émotionnel rappelle. C'est-à-dire que toi, tu peux faire ce que tu veux, mais ton cœur sait, en fait. Tu peux mentir à tout le monde. Ouais. Mais quand t'es chez toi, derrière ta porte, Ouais. ton mental et ton cœur et ton corps, ils te disent, bon alors, est-ce qu'on peut arrêter de se mentir vite fait et de faire croire à tout le monde que c'est encore ton axe, que c'est encore ton chemin? Est-ce que tu peux commencer à prendre des projets qui te ressemblent plutôt que des projets qui te rémunèrent? Est-ce que tu peux aussi peut-être faire des choses qui sont moins payées, moins bien payées, pas payées, mais qui te parlent plus? Je pense que je m'étais un petit peu... Mais c'est facile. Mais tu disais abandonner. J'ai vraiment eu une bonne étoile, j'ai vraiment eu la chance d'avoir... Enfin, que le travail vraiment tombe. Peut-être que c'est les capacités, peut-être que c'est le relationnel, peut-être que, mais en tous les cas, le travail est tombé en continu. Est-ce que tu crois pas que tu t'es créé cette chance avec ta personnalité, avec tes connexions, avec ton envie en fait, tu vois, ton envie d'aller, de me connecter aux gens, d'aller de l'avant, de toujours m'instruire, me former en permanence. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, le fait de... Ouais. Ah si, bien sûr, je l'ai créé. Sauf que, au bout d'un moment, quand tu manques de rien, quand tu ne sais pas ce qu'est la faim, finalement, tu deviens difficile sur ce que tu manges. Ouais, non, j'aime pas trop, quand t'as faim, oh là là, tu manges, hein. Moi, ça me fait de la peine quand je croise des gars, ils sont là dans des poubelles, un bout de truc, je me dis waouh. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'est la faim aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je sais ce qu'est la faim. Mes enfants ne savent pas ce qu'est la faim. Ils enlèvent les oignons, et les poivrons, ils enlèvent les poivrons. Tout à l'heure, on a mangé une pizza, mais t'aurais eu la sienne de cerise, c'était n'importe quoi. Le contour de son assiette, c'était la pizza, ouais. On enlevait les oignons, ce qui ressemblait à des oignons, et je ne sais pas ce qu'est la faim. Donc, si tu veux, en fait, quand ça tombe, tu deviens un petit peu... moi, j'étais devenu un petit peu boulimique, mais dans le sens où, allez, je prenais, c'était cool.
Les spectacles qui tombaient, alors c'est cool, ils étaient qualitatifs, mais je passais l'audition, bah, c'était cool, ça marchait. Bon, sur 100 auditions qui ne fonctionnent pas, mais tu passes une audition qui marche, c'est cool. Je faisais de l'événementiel à côté. Mon emploi du temps était rempli. C'était cool. Il y a 30 jours dans un mois, je me suis vu faire des mois à quasiment 40 ou 45 prestations. Et c'était plus. Comment tu fais il y a 30 jours dans un mois? Il y en a 2 par jour. Ok, 2, 3 par jour. Ça dépend. Je pense qu'à un moment, j'ai rempli la coupe. Et bah, quand tu vomis et que tu as quelque chose à faire sortir, donc je pense que j'avais atteint un genre de trop plein. Sauf que le temps que tu comprennes que c'est émotionnel, tu vas voir des médecins, tu vas voir ta voix elle est plus là, donc tu prends un peu de cortisone, je dis non. Qu'en fait, mais c'est pas là. Et puis mine de rien, malheureusement, ça a tendance à s'installer. Tu vois, on a une interview, c'est une interview avec quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'apprécie énormément. Et ben, tu vois, comme avant une prestation, j'ai pas mangé. Tu vois, je suis en mode, ok, voilà, ok, bon, faut que ça se passe bien, faut qu'il me donne un peu de temps, ça a rendu un petit peu traqueux. Tu vois, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Parce que je me posais pas de questions. Le moment où tu commences à te poser des questions, tu dis, ouais, mais ça fait peur ce qu'on fait. Finalement, tu nourrissais plus ton ego que ton âme, au final. Je pense qu'à un moment, ouais, ça a tourné un peu comme ça. Enfin, mon frigo, pas un ego. Et quand tu commences à avoir une famille, moi j'ai eu un enfant en 2007, et quand tu commences, donc avant de jouer Faye c'était 2008, avant de jouer à Paris, d'avoir ce public parisien, ça. Et puis au bout d'un moment, il faut quand même que tu remplisses aussi ton frigo. Donc c'est très bien, ça paye des factures, c'est génial, ça tombe, tu prends, ça mène, tu prends. C'est ton métier, ça tombe, tu prends. Il y a rarement eu, mon ego a rarement pris le côté. Rarement. Je travaillais par envie, besoin, et pas des enfants, par nécessité. Quand j'étais en spectacle à Paris, je partais aux alentours de 15h, donc je ne me voyais pas sortir de l'école. Ou alors je partais vraiment, ça dépend, 16h30, ça dépend où c'était. Et je les voyais pas forcément le soir, donc je les accompagnais le matin à l'école. Et voilà, donc voilà, quoi, il me dit, être heureux, pas, mais lui donner quand même une carrière. Je dis merci à les gens qui m'ont accepté comme j'étais au moment où j'ai rencontré, et qui m'ont permis de montrer ce que je savais faire. Je vais pas dire qui m'ont permis d'évoluer, bien sûr, mais qui m'ont permis de montrer ce que je savais faire, pour que peu puissent te dire « Ah ok, c'est cool, il y a de quoi travailler ». Et on vient un spectacle ensemble, il y avait une évolution, et après une petite saison, on va merci, et puis on continue. Et tout le spectacle, on met un petit peu plus lourd à chaque fois. Quel beau parcours, quelle belle humanité, Jean-Michel, franchement. J'ai passé un super moment avec toi. J'ai appris des choses et voilà, je suis certaine que ton parcours inspirera beaucoup, aura un impact sur beaucoup de gens. J'ai une dernière question pour toi. Comment tu te sens là maintenant tout de suite? Alors, c'est pas de l'ego, mais ouais, ça fait toujours plaisir de pouvoir se retourner et regarder son parcours. Je le fais pas tous les jours. Je suis pas là chez moi en me disant « en 2008 ». Non, tu ne fais pas ça. Mais du coup, ça me fait du bien de voir, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à mon émotionnel. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, parce qu'un artiste, en fait, on est tout nu, en fait. On est tout nu, on se présente devant des gens, d'un seul coup, ils nous déshabillent des yeux, on dit chanter, c'est prier 2 fois. On met vraiment notre cœur et notre âme sur la table. Si tu le fais pas, c'est de l'ego. En effet, si tu le fais pas, ce que tu fais, c'est pour te faire briller. Tu brilles ou tu brilles pas, en fait. C'est pas toi qui te fais briller. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, je fais des réceptions, c'est drôle parce que j'ai pas envie que les gens me disent bravo. J'aime quand les gens à la fin me disent oh, merci. Oh, on a ri, on a pleuré, on a dansé, on s'est amusé. J'ai pas envie que les gens me disent bravo. Bravo, c'est non, c'est pas. Ça ne m'intéresse pas. Quand les gens à la fin sortent et me disent « Merci, on a passé un super moment, ma nourriture elle est là ». C'est comme ça que je brille, c'est comme ça qu'on brille.
Je ne ris pas parce qu'on m'envoie des fleurs. Jean-Michel, merci du fond du cœur pour cette interview tellement riche, tellement authentique, tellement humaine. Tu es un être humain exceptionnel. Je le savais avant, mais là encore plus. Franchement, j'ai découvert des choses fantastiques et j'ai passé un super moment avec toi. Donc merci beaucoup Merci à toi. pour ton honnêteté, ton authenticité, tes belles valeurs, voilà, qui j'espère inspireront voilà, tout le monde. Merci d'avoir partagé cette interview avec moi. Pour nous, bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis et puis on se retrouve prochaine interview. Et je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Michel. Merci. Merci. Bye bye. Salut.